Cette émission vous est présentée par Vitoli, pour vivre en santé plus longtemps. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission La santé autrement, émission durant laquelle nous mettons en valeur les principes de la santé intégrative. Est-ce une bonne idée pour les hommes ou les femmes de prendre des hormones en vieillissant? Il y a une hormone là, qui est sortie dernièrement pour aider les femmes ménopausées. Je pense que ça peut faire des avancées, mais ça dépend tout le temps de l'opinion du médecin. Parce que quand il y avait du cancer dans la famille, les hormones n'étaient pas acceptées. Bien, je pense que c'est aller contre la nature. La nature, c'est de vieillir. Pourquoi les hormones, c'est pas toujours bénéfique? Les cancers du sein, c'est souvent hormonal. Les cancers de prostate, je pense qu'aussi c'est associé à ça. Et il y a peut-être un bénéfice, mais pour moi, personnellement, je ne le vois pas. Moi, je pourrais dire que je crois que si ça peut régler une partie des problèmes hormonaux, autant sur la femme que sur l'homme, je pense que c'est oui. Puis encore là, est-ce que les hormones, je crois que c'est analysé, puis c'est pas négatif pour les gens en général. Je serais mal placée pour dire non, que ce soit parce que j'en prends moi-même, là, puis ça a des effets bénéfiques, mais bien accompagné avec le médecin pour voir pour lesquelles raisons on les prend. C'est important. Je prends rien, puis à 79 ans, je me sens assez bien. Les opinions concernant les hormones, vous voyez, sont très variées. Les hormones le rôle même des hormones dans le corps humain est très peu connu. Les hormones sont des messagers chimiques, donc des molécules naturelles, mais qui sont des messagers qui vont être produits soit par des tissus, soit des organes, qui vont circuler partout dans notre corps et vont avoir des effets vraiment en quantité minime. Donc, il faut comprendre en fait que beaucoup de choses peuvent influencer ces messagers-là qui sont très efficaces au cours de notre vie. Généralement, on va parler beaucoup des hormones dans le cas des femmes parce que les femmes vont passer obligatoirement par un processus de changement hormonal qui est relié à la période de ménopause dû en fait à l'arrêt de l'ovulation, de la production donc des ovules. Chez l'homme, c'est un peu plus mitigé. Aujourd'hui, nous avons 3 experts pour en discuter avec moi, pour passer à travers la question. Et nous allons avoir une experte invitée, une médecin, Mme Lynne Deshôtels, spécialisée sur la question, qui nous vient des cliniques CMIE. Bonne émission à tous. Donc, comme à l'habitude, notre médecin de l'émission, merci d'être là, Anne-Isabelle. Donc, les hormones, c'est compliqué. Effectivement, je ne peux pas dire autrement. En fait, c'est sûr que dans notre formation médicale, on n'a pas beaucoup de formation à l'égard de la prescription d'hormones dans notre pratique quotidienne comme médecin de famille. Évidemment, le fait d'être endocrinologue ou gynécologue change un petit peu la donne. On apprend beaucoup sur la physiologie, mais lundi matin, quand on arrive en clinique, c'est drôlement difficile ensuite de savoir quoi faire. La solution réside dans le fait d'aller se former un peu ailleurs pour gagner un peu plus d'aisance dans la prescription des hormones et surtout garder en tête que le problème dans le système de santé actuel qui a généré autant de craintes de la part de la population à l'égard des hormones, c'est d'avoir appliqué des solutions plutôt one size fits all. Donc, les lignes directrices qui soutiennent notre pratique clinique habituellement recommandent une pratique bien spécifique à appliquer un peu aveuglément à des populations qu'on rentre dans un même bateau là, avec une indication clinique particulière. Donc, c'est important ce que tu viens de mentionner, c'est qu'une grosse partie du problème qui venait de l'utilisation des hormones, c'est qu'on utilisait la même approche pour tout le monde. C'est ça? Un petit peu de cette réponse-là, tout à fait, parce que quand on applique les mêmes doses d'hormones à toutes les femmes, c'est sûr qu'en général, on va créer des problèmes chez certaines. Habituellement, la population réagit en statistique souvent sous la forme d'une courbe normale en statistique. Donc, la majorité des gens vont avoir un bénéfice de l'impact de la clinique ou du geste qu'on va avoir posé, alors qu'il y a une faible portion de la population qui n'en aura aucun bénéfice, puis d'autres qui vont démontrer des effets toxiques, par exemple. Alors, l'objectif comme clinicien, c'est d'aller chercher ces connaissances, de les transformer pour apprendre à personnaliser son approche dans l'hormonothérapie et
évidemment s'intéresser à ce qu'on appelle l'hormonothérapie bioidentique, qui utilise des molécules qui sont essentiellement les mêmes que notre propre corps produit. Alors, il n'y a pas grand-chose de cancérigène dans les molécules que notre propre corps produit. Il s'agit simplement de savoir comment bien les doser. On mange tous les jours, 3 repas par jour. Manger, il n'y a pas vraiment de conséquences à ça, mais trop manger n'importe quoi, on développe des problèmes de santé conséquemment à ça. C'est la même chose avec des hormones. Il faut ajuster les quantités au niveau des hormones, c'est la même chose. Exactement, puis choisir la bonne molécule pour l'individu qu'on a devant nous. Évidemment, il faut commencer par comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'individu qu'on a devant nous, pourquoi sa clinique est perturbée, de là à nécessiter de faire une prescription de supplétion hormonale, quels sont les bénéfices qu'on veut aller rechercher? Est-ce que vraiment les hormones vont aider les symptômes dont le patient se plaint? Est-ce qu'il y a d'autres comportements ou des habitudes de vie qui, à l'inverse, pourraient aider à améliorer le bien-être plutôt que des hormones? Quand toutes ces questions-là ont été répondues, on peut se mettre à prescrire de l'hormonothérapie en vérifiant maintenant, quelle voie d'administration, quel est le type d'absorption nécessaire, comment l'individu devant moi va métaboliser ces hormones-là, comment il va les excréter pour ne pas les accumuler dans son corps puis faire éventuellement des problèmes. Et évidemment, ça relève d'une connaissance assez avancée de la physiologie du corps humain avec un intérêt qui va jusqu'à la santé du microbiote intestinal, par exemple, ce qui est très rarement fait en médecine. Et là, tu nous parles d'évaluation, tu nous parles même de santé intégrative parce qu'il faut tenir compte de l'individu de façon globale. Dans ta pratique, ça ressemble à quoi? Comme je t'ai dit, on a très peu de connaissances de base en médecine pour être capable de bien administrer l'hormonothérapie, sauf si on a une spécialité qui nous permet de le faire quotidiennement. Donc, comme médecin de famille, souvent, il faut aller chercher des connaissances supplémentaires pour réussir à le faire adéquatement. Alors, c'est ce que j'ai fait pour ma part, pour me sentir beaucoup plus à l'aise de le faire chez mes patientes. Puis, je suis certaine que j'ai encore beaucoup à apprendre en ce sens pour mieux aider mes patients. Et aussi, mon intérêt en médecine fonctionnelle, ma certification en médecine fonctionnelle m'a amené à comprendre vraiment l'individualité métabolique de chaque individu que je traite pour comprendre quel est l'impact de ce que je vais prescrire sur lui, qui ne sera absolument pas le même que la majeure partie de mes autres clients dans d'autres approches, là, naturellement. Alors, donc, la clé est vraiment là. En fait, même dans le cas des hormones, c'est vraiment de s'adapter, c'est d'aller doser, de savoir qu'est-ce que les gens ont besoin, de considérer différentes molécules. Tu as dit qu'il y a différentes molécules qui peuvent être utilisées aussi. Et d'opter, comme tu l'as dit, pour les hormones bioidentiques, donc qui sont des... Je pense que pour certaines personnes, ça marche moins bien. Pour d'autres personnes, c'est extraordinaire. Encore une fois, il y a un arsenal thérapeutique assez large là, auquel on a accès comme médecin. Alors, il faut connaître les indications et les contre-indications de chacun. Je pense qu'on a eu très peur comme population à la suite des données de l'étude de WHI, l'étude Y, qui nous a démontré que certaines formes d'hormones par la bouche, par exemple, les estrogènes par la bouche ou les progestines synthétiques ont un profil beaucoup moins sécuritaire que l'hormonothérapie bioidentique. Alors, c'est nécessaire à considérer là, dans la prescription quand on adresse ça avec un patient. Merci beaucoup, Anne-Isabelle. Ça a été vraiment un plaisir. Merci de partager tes connaissances avec nous. Maintenant, nous allons passer à notre pharmacien André Perrault, en fait, qui va venir nous parler de la pratique du pharmacien. Bonjour André. Bonjour. Donc, comme à l'habitude, on va parler de la pratique du pharmacien. Aujourd'hui, on va parler des hormones. Étant donné qu'on est 2 hommes, commençons donc par les hommes. Ben oui, souvent, quand on parle d'hormonothérapie de substitution, on parle souvent des femmes, mais on ne parle jamais des hommes. Mais ça existe. En pharmacie, on en passe des hormones aussi pour les hommes. C'est sûr que ce n'est pas le même volume. Puis il y a une explication à ça, c'est que chez les hommes, la perte, disons, d'hormones masculines, de testostérone, est vraiment très progressive. On parle d'une baisse là, à partir de l'âge de la trentaine, qui peut aller de 1 à 2 selon des individus. Alors, étant donné que ce n'est pas brusque et que c'est très graduel... 1 à 2 par année. Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que dans les premières années, 1 1,5 tu t'en perçois pas. C'est moins drastique que chez les femmes. Par contre, au cumulatif, rendu dans la cinquantaine, souvent, les hommes vont voir le médecin puis commencent à se plaindre dans certains cas, c'est des baisses de libido, c'est des pertes musculaires qui se transforment un petit peu en graisse, c'est de la fatigue, etc.
C'est sûr que, comme c'est graduel, la majorité des hommes ne vont pas prendre d'hormones. Si vous posez des questions alentour de vous. Mais il y a quand même des gens dont le médecin va mesurer la testostérone et qui vraiment vont être des cas drastiques. Moi, j'ai vu des clients, des patients à moi qui étaient plus fonctionnels, plus capables de se concentrer, fatigués, de la misère à faire leur journée. Alors, chez ces gens-là, on peut donner, souvent ça peut être en patch, il y a un timbre, ou ça peut être pris par voie orale. Mais on s'entend, il n'y en a pas énormément. Ce que je dis à ces clients-là ou à ces patients-là aussi, c'est écoutez, ça ne vous tentait pas de commencer peut-être à faire de l'activité physique, ça ne vous tenterait pas que votre poids, disons, perde quelques livres, ça ne vous tenterait pas de surveiller votre alimentation, parce que si ces gens-là s'étaient préparés à la baisse graduelle, qui fait qu'à un moment donné, tu es rendu à 50 de ton taux d'hormones, je pense que ces gens-là n'auraient pas subi ces symptômes-là probablement. Intéressant. Donc, ça devrait se préparer. Maintenant, c'est sûr que c'est clairement chez les femmes où... C'est différent. Bien, écoute, c'est complètement différent. Chez les femmes, c'est pas compliqué. Il y a ce qu'on appelle une périménopause, c'est-à-dire on commence à sauter, évidemment, des périodes, des mois. Et chez certaines personnes, ça va durer quelques mois. Chez certaines personnes, ça va être 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais à un moment donné, les ovaires arrêtent complètement de fonctionner et c'est là que quand on considère que ça fait 1 an que les ovaires ne fonctionnent plus, bien là, la femme est en ménopause. Donc, si vous comparez l'homme, ça va s'échelonner peut-être sur 20 ans, 25 ans avant d'avoir des symptômes, ou même 30 ans. Puis chez la femme, ça va se faire en quelques années. Puis vous savez, la ménopause, moi, j'ai des patientes qui ont au-delà de 80 ans, qui ont refusé de prendre des hormones et qui ont encore des chaleurs. Alors, chez des femmes, oui, ça va durer 6 mois, ça va durer 5 ans, ça va durer 10 ans. Donc, c'est clair que la qualité de vie chez la femme est vraiment beaucoup plus affectée que chez l'homme. Ouais, c'est pour ça que quand on regarde les symptômes principaux, bouffée de chaleur, saute d'humeur, dépression, irritabilité, troubles de sommeil, on pense souvent à des maladies qui sont, je dirais, qui affectent plus le psychique. Mais on va s'entendre qu'aussi, il y a des augmentations de risque d'infection urinaire, il y a des problèmes d'ostéoporose, même des problèmes cardiaques. Alors, chez les femmes, je pense que c'est plus commun, évidemment. Les femmes vont voir leur médecin, se plaignent de ces symptômes-là. Et le médecin, évidemment, a la chance aujourd'hui d'avoir des hormones qui sont bioidentiques. On s'entend, quand j'ai commencé en pharmacie, il y avait juste du Premarin qui est extrait de l'urine de jument gravide, c'est-à-dire enceinte. Là, on s'entend qu'il y avait des impuretés là-dedans. Aujourd'hui, au moins, on a des hormones bioidentiques. Alors, je pense que ce qu'il faut regarder, c'est la pertinence. Le médecin en juge avec la patiente si c'est pertinent ou non. Maintenant, on entend parler qu'il y a des cas où, effectivement, ça pourrait être contre-indiqué chez des femmes qui ont eu, évidemment, un cancer hormonodépendant. Et ça sera au médecin de juger ça. Maintenant, moi, comme pharmacien, je ne parlerai pas des produits naturels parce que le dino qui va suivre va en parler, mais je parlerai peut-être qu'il y a des médicaments qui sont disponibles qui ne sont pas hormonaux. Alors, pour des femmes chez qui les hormones seraient contre-indiquées, il y a certains antidépresseurs comme Paxil, Zoloft, Prozac, Effexor, qui ont des effets sur l'irritabilité, l'anxiété, l'insomnie, tout ça. Donc, le médecin a quand même une option de disponible. Mais on s'entend qu'on traite juste les symptômes. Ouais, ça restera vrai pour les femmes aussi que l'activité physique, le contrôle de poids, et l'alimentation saine vont aussi être des facteurs qui vont diminuer les symptômes, évidemment. Ah, donc, c'est quand même quelque chose de très important dans la pratique des pharmaciens, en fait, les traitements hormonaux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour en parler. Ça a été vraiment un plaisir. Et j'accueille maintenant, en fait, M. Alicaz, Dino Alicaz, notre naturopathe agréé qui va venir parler avec nous maintenant des hormones. Bonjour Dino. Donc, comme à l'habitude, l'expérience de notre naturopathe, un naturopathe agréé, je le répète. Aujourd'hui, Anne-Isabelle nous a parlé du fait, en fait, que quand on considère les hormones, il faut aussi considérer l'environnement de la personne, il faut considérer son mode de vie. Et André nous a mentionné aussi qu'entre autres pour les hommes, il le dit très clairement, qu'il y a d'autres choses qui auraient pu être considérées pour que les hommes soient plus prêts en tant que tels aux changements hormonaux qui vont apparaître en vieillissant. Donc, j'imagine que dans ta pratique, c'est des éléments que vous regardez. C'est essentiel. Premièrement, comme naturopathe, on n'a pas le droit de prescrire de médicaments ou d'hormones ou de quoi que ce soit. Donc, on part sur des bases un petit peu différentes, mais avec l'équipe traitante, on pourrait aider, évidemment, à ajuster tout ce qu'Anne-Isabelle disait, c'est-à-dire les dosages, tout ça. La pratique naturopathique, essentiellement, au départ, c'est plutôt de regarder dans l'environnement de cet individu-là qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour
je dirais, rendre les symptômes, s'ils apparaissent lors de la ménopause, par exemple, ou même chez les hommes, plus tolérables. C'est-à-dire que, est-ce que tout a été fait pour favoriser ce vieillissement-là? Est-ce que ces gens-là ont une alimentation qui est adéquate? Est-ce qu'ils font de l'exercice régulièrement? Puis il y a plein d'autres facteurs comme la caféine, par exemple, manger trop de sucre. Tu sais, il y a beaucoup de choses dans l'environnement qui peuvent faire en sorte qu'on exacerbe, on augmente les symptômes comme tels. Fait qu'il y a des choses de ce côté-là, clairement, qui peuvent être regardées et travaillées. Puis, évidemment, on peut aussi penser à la préparation de cette période-là avant. Surtout chez les hommes, par exemple. Comme André le mentionnait, la baisse hormonale commence relativement jeune, mais plus les hommes font de l'exercice physique, surtout avec des poids, musculature par exemple, plus ils ont un bon maintien. Et chez l'homme, contrairement à la femme, il y a une hormone de compensation, c'est-à-dire que la testostérone va baisser, mais on produit ce qu'on appelle de la déhydrotestostérone, qui est en moins grande quantité, mais quand même plus puissante. C'est la raison pourquoi on voit du poil pousser partout, puis à certains endroits tomber. Il y a un maintien qui fait qu'ils s'aperçoivent un peu moins de cette dégradation-là. Et avec le temps, ben oui, on peut voir apparaître des symptômes. Puis là, ben en naturo, c'est la même chose. On est un peu spécialisé au niveau, par exemple, des plantes médicinales, des nutriments, vitamines, minéraux. Est-ce que c'est optimisé? Est-ce qu'ils ont suffisamment de magnésium, de vitamines du groupe B? Ce sont tous des cofacteurs qui participent à la sécrétion hormonale. Donc, avant, ça devient intéressant, même pendant la période. Puis, ultimement, ben moi, je pense qu'effectivement, on a une baisse hormonale à cause du vieillissement de la population, surtout chez les femmes et chez les hommes aussi, bien sûr. Et les plus récentes études, je pense que mes collègues l'ont nommé, montrent qu'il n'y a pas un risque très élevé. Qu'au contraire, il y aurait probablement des bénéfices à maintenir un niveau d'hormones stable, particulièrement chez la femme au niveau cardiovasculaire, cancer. La problématique, c'est qu'il faut choisir le bon mode d'administration. Il faut aussi choisir la bonne catégorie, le bon dosage. Et ça, c'est le travail, en fait, des médecins, de s'informer, de devenir bon de ce côté-là. Puis s'ils peuvent être accompagnés par quelqu'un qui va regarder la nutrition, les nutriments, l'exercice, etc., je pense que c'est une recette gagnante. Là. Il y a aucun doute. Va augmenter les chances, en fait, de bien passer à travers, de voir le moins de symptômes possible. Puis toujours s'ajuster. On a parlé beaucoup d'ajustement en tant que tel aujourd'hui. C'est crucial. Puis dans le fond, c'est beaucoup votre domaine au niveau de la naturopathie. Exactement. L'idée, c'est ça. C'est pas trop, juste assez, et de regarder qu'est-ce qui, dans l'environnement, dans les habitudes de vie, pourrait améliorer les circonstances. On parlait de problèmes cognitifs, de problèmes d'humeur liés à la baisse hormonale. Bien, il y a des plantes qui peuvent aider de ce côté-là, qui sont connus, pour lesquels il y a eu des études. Donc, clairement, on peut regarder des alternatives ou des compléments à ces prescriptions-là. Puis je pense que c'est le devoir des professionnels de travailler ensemble pour minimiser les impacts de l'intervention puis maximiser les résultats. Oui, c'est que dépendamment des femmes, pour certains symptômes, vous pourriez suggérer, en fait, des suppléments. Ben oui, il y a des isoflavones, il y a toutes sortes de produits naturels intéressants, connus, sur lesquels il y a des études. Donc, pourquoi pas tenter ça avant d'aller, des fois, à une intervention vraiment plus médicamenteuse. Exactement. Plus médicale. Ah bien, merci beaucoup. Écoutez, merci Dino de toujours, en fait, partager avec nous ta passion de la santé intégrative. C'est un grand plaisir. Et maintenant, nous allons passer à notre experte invitée d'aujourd'hui, qui est une médecin spécialisée dans les traitements hormonaux, donc l'usage des hormones, Dr. Lynn Desautels. Bonjour Lynn. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, de venir à notre émission. Je sais à quel point la médecine, la santé intégrative sont importants pour toi. Aujourd'hui, on va parler des hormones. Bien sûr. Est-ce que c'est important de prendre des hormones en vieillissant? Bien, écoute, Éric, certainement que c'est important. En fait, c'est la réalité qui a changé, la vie moderne. Hein? On nous demande de vivre plus longtemps, mais est-ce qu'on s'occupe de vivre plus longtemps en santé? Alors, souvent, je dis, les hormones, c'est important parce que c'est des grands régulateurs de santé. On leur a donné souvent un rôle négatif, mais tout est une question de dosage et d'équilibre. Quand on sait qu'ils ont des rôles multifonctionnels, multisystémiques, les hormones, bien, il faut les considérer dans le processus d'avancée en âge. Fait qu'on va parler de healthy aging, optimal aging.
surtout en santé cérébrale, entre autres, si je peux donner ça comme exemple. Oui, bien sûr. Tu sais, le déclin cognitif, ça touche les gens, surtout si on pense qu'on a 40 ans à faire sans hormones. L'inflammation, hein? L'inflammation qui est la cause de la plupart des maladies chroniques. Alors, les hormones sont importantes. Mais comme j'ai dit tantôt, trop, c'est comme pas assez. Tout est une question d'équilibre. Alors, on ne peut pas regarder les hormones puis prescrire des hormones n'importe comment. Il faut considérer aussi les habitudes de vie. Il faut considérer comment la personne est constituée, son environnement. On sait que dans l'environnement aussi, il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens, donc qui perturbent le métabolisme des hormones. Alors, la toxicité de l'environnement vient nuire à l'effet de nos hormones. Si on commence précocement en prévention, avant que les méfaits ou les maladies s'installent, bien, on fait de la prévention des maladies. On va parler des maladies cardiovasculaires, on va parler du diabète de type 2, on va parler de la résistance à l'insuline et, entre autres, de la maladie d'Alzheimer. Donc, j'en comprends en fait que les hormones prennent tout leur sens, entre autres, dans une approche de santé intégrative. Il faut vraiment considérer chacune des personnes, puis il faut avoir développé une expertise dans ce domaine-là en particulier. Absolument. Donc, l'approche personnalisée est très importante quand on parle de médecine ou de santé intégrative. On doit considérer la personne dans ses besoins, qui elle est, et comment prescrire les hormones en fonction des besoins de la personne aussi. Mais c'est un aspect préventif que je veux passer comme message aujourd'hui. Et l'équilibre. Okay? Il y a des auteurs, des grands auteurs, des médecins qui sont connus, Dr. Bredesen, Dr. Hertog, qui est le père des hormones bioidentiques mondialement connu, qui dit que de ne pas prescrire des hormones, on enlève 10 ans, 10 ans d'une qualité de vie et de santé aussi à nos patients. Donc, c'est pas peu dire. Puis il y a le Dr. Mosconi aussi qui a développé ou qui a écrit un livre sur le rôle des hormones, sur la santé cérébrale. Alors, ces hormones-là aussi ont des rôles à jouer sur les récepteurs neurologiques. Ce sont des neurohormones. Donc, elles vont moduler ou réguler aussi les fonctions reliées à la neurologie, à l'inflammation, comme j'ai mentionné précédemment. Donc, c'est important. C'est très, très intéressant. En fait, tu as probablement des cas dans ta pratique que tu pourrais nous parler, nous donner des exemples. Tu sais, moi, j'ai commencé à pratiquer à la fin des années 90, puis l'étude Y, qui est une étude qui a mis un mauvais rôle sur les hormones, est sortie. Il fallait la considérer, mais elle a été réanalysée par la suite. Puis à cette époque-là, on prescrivait des hormones jusqu'à ce que les gens décèdent, surtout les femmes, là. Et je me rappelle, je faisais de la gériatrie, j'étais dans des résidences de personnes âgées. Et les patientes me mentionnaient, bien moi, docteur des hôtels, j'aimerais ça que vous m'en prescriviez. Bien, j'étais tellement bien là-dessus. Donc, j'ai des anecdotes de troubles cognitifs, de manque de vitalité, d'humeur dépressive, des femmes qui étaient très bien sur les hormones et qui, par le fait qu'il a fallu couper les hormones puis qu'on leur mettait un mauvais rôle, bien, ont vu leur qualité de vie diminuer. Alors, le message que je veux passer, c'est oui, il faut considérer les facteurs de risque, mais il faut considérer qu'il faut vieillir en santé avec une qualité de vie parce qu'on a rallongé l'espérance de vie, la longévité, mais il faut s'occuper aussi d'avoir une qualité de vie et une santé à long terme. C'est très important. Fantastique. Donc, j'en retiens, en fait, les hormones ont une place vraiment très centrale dans le maintien de la santé quand on avance en âge. Et que ça peut améliorer justement la qualité de vie sur de multiples aspects, autant cognitifs que la réduction même du risque de certaines maladies. Bien, merci beaucoup, Lynn, en fait, d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Je suis vraiment content que tu aies pu nous partager ta passion de la médecine intégrative. Merci beaucoup. Donc, en conclusion, avec nos 3 experts, comme à l'habitude, on va se permettre d'échanger ensemble. Cette semaine, on a parlé de médicaments. De médicaments que c'est peut-être intéressant de considérer de les prendre en vieillissant en tant que tel, que ça pourrait être bon. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Non, j'apporte un bémol. On considère que les hormones peuvent être bonnes en vieillissant chez certaines personnes, mais ce n'est pas, encore une fois, one size fits all. Il y a des gens qui vont vivre une ménopause ou avoir un certain déclin de leur niveau de testostérone, mais qui n'en vivront pas de souffrance ou de symptômes particuliers qui vont nécessiter à ce qu'on pallie à ce déficit-là avec une molécule exogène. Par contre, à l'inverse, il y a des gens qui vont souffrir énormément et qui vont avoir un très grand bénéfice à ce qu'on le fasse. Et connaissant l'effet des hormones dans leur effet protecteur dans divers systèmes du corps, on sait qu'on n'est pas en train de nuire dans ce contexte-là. Bien, en fait, c'est ça. Hein? Ça veut dire,
encore une fois, c'est une question de collaboration, d'équilibre, de dosage. Il y a des femmes qui vont avoir, par exemple, un surplus d'hormones qui vont être produites par les surrénales, par exemple, qui prennent souvent la relève. Évidemment, ce n'est pas la même quantité, mais ça permet, dans certains cas, d'être suffisant. Donc, c'est vraiment d'évaluer du cas par cas. Je pense qu'on est d'accord sur ce sujet-là. Puis, évidemment, si on fait le travail d'améliorer l'exercice, l'alimentation, le sommeil autour de tout ça, bien, encore une fois, on risque de diminuer les symptômes, puis peut-être même, corrige-moi si je me trompe, mais corriger même le dosage potentiellement. Bien, je pense que le principe, c'est un petit peu ça. D'abord, il y a des gens qui n'en ont pas besoin parce qu'ils n'ont pas de symptômes. Donc, je pense que ces gens-là, on n'a pas nécessairement besoin d'intervenir. Chez ceux qui ont des symptômes, on devrait d'abord essayer de voir si c'est léger, s'il n'y a pas des mécanismes d'arrêter la consommation de café, d'alcool, ils ne dorment pas bien, ils ne mangent pas bien, etc. Puis après ça, si on a tout fait ces bénéfices santé-là, probablement qu'on va pouvoir donner des doses plus faibles. Parce que moi, j'ai un concept comme pharmacien, c'est d'essayer d'être capable de traiter le patient avec la plus petite dose possible. Alors, il y a un bénéfice autant à l'aspect naturel que l'aspect, bien sûr, médicament. Absolument. Puis ça souligne encore une fois le bénéfice de travailler en multidisciplinarité dans le but d'adresser ces problématiques-là, parce que les comportements aussi influencent la physiologie hormonale, comme on l'a si bien mentionné. C'est des synergies de compétences diverses. Absolument. Tout à fait. Bien, merci beaucoup à nos experts, en fait, d'avoir partagé autant de connaissances avec nous cette semaine. Merci à tous d'avoir été des nôtres. J'espère que ces informations vous ont aidé à mieux comprendre le rôle des hormones dans l'organisme. Je vous invite bien sûr à partager ces informations avec vos amis, les gens que vous connaissez, de façon à nous aider à faire rayonner la santé intégrative. Restez des nôtres la semaine prochaine pour la dernière émission. On va vous parler de la COVID. On a beaucoup entendu parler de la COVID, mais ce coup-ci, on va vous parler de la COVID dans une optique de santé intégrative. À bientôt tout le monde. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.